Un épisode de plus à notre palmarès, le 368. Soyez les bienvenus. Merci une fois de plus d'avoir téléchargé un épisode des Technos en ce mois de septembre où les températures baissent. Mais à une vitesse, on a des fois l'impression qu'on perd 10 degrés par semaine. Ça va se calmer, ne vous inquiétez pas. Je sais que certains d'entre vous paniquent à l'idée de rallumer le chauffage. Ils voient déjà derrière eux l'ombre du chirurgien qui vient chercher leur rein, par exemple. Ça peut arriver aussi, d'avoir des stress. On va vous déstresser, on va vous faire oublier tout ça. Avec David d'un côté, de l'autre côté Benoît. Bonjour à tous les deux. D'abord David, comment ça se passe en Thaïlande ? Il fait toujours beau, il fait toujours chaud ? Oui, il fait toujours chaud ici. Voilà. Et du côté de Benoît, du côté de Namur, il fait toujours beau, il fait toujours chaud. Il fait un petit peu moins beau, un petit peu moins chaud. On a brusquement senti. Je ne vais pas se plaindre parce que la canicule, c'était pas gai non plus. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a eu des moments aussi où on disait, tiens, un petit coup de frais, ça ferait pas de mal non plus. Donc, on n'est jamais content, en fait, mon bon monsieur. Mais bon, c'est comme ça. Que voulez-vous ? on va rien changer là-dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Qu'on a un épisode à réaliser, à enregistrer, et qu'on va démarrer tout de suite. Je rappelle que c'est une revue de presse compilée par nos petits camarades ici même, et une revue de presse que l'on vous propose pour pas se poser de questions sur les transitions entre les sujets en un abécédaire qui commence par la lettre A comme Arduino, Benoît. IDE 2.0, c'est un peu la modernisation, si j'en crois à la presse, en tout cas la modernisation de l'Arduino, ou en tout cas de son système d'exploitation, si je dis pas de bêtises. Alors c'est le logiciel de développement en fait, qui effectivement est modernisé, et il était temps, parce que Arduino ça a démarré en 2005, et en 2005 c'était extrêmement moderne ce qu'il proposait comme solution de développement. Ça vieillit et il était temps de le faire évoluer. Ça fait 2 ans qu'il était en bêta, le nouvel IDE. Donc IDE, c'est Integrated Development Environment, environnement de développement intégré. C'est l'outil que vont utiliser les développeurs pour écrire leurs programmes, les envoyer sur l'Arduino, les tester sur l'Arduino, etc. Et le produit, il commençait à franchement montrer son âge. Et donc la nouvelle version vient de sortir officiellement après 2 ans de bêta. Alors juste pour resituer, parce que peut-être que on a déjà parlé plusieurs fois sur les technos, mais qu'est-ce que c'est Arduino ? C'est cette solution qui a été inventée, donc je disais en 2005, donc ça fait quand même 17 ans, pour rendre le développement de systèmes embarqués disponible pour tout le monde. Peut-être pas personne qui s'intéresse pas à l'informatique, mais je veux dire accessible à la fois en prix et accessible en facilité. Donc les systèmes embarqués, c'est tous ces trucs qui vont contrôler des machines, qui vont automatiser des choses. C'est ce qu'il y a dans ton frigo pour vérifier que le frigo reste frais, c'est ce qu'il y a dans ton four pour vérifier que tes recettes sont bonnes, c'est ce qu'il y a dans plein de gadgets, tes ascenseurs, etc. C'est ce qui fait qu'en fait aujourd'hui, quand tu commandes un produit, on t'annonce 6 mois parce que les puces pour les systèmes embarqués, il y en a plus des masses, et donc du coup, voilà, il y a des délais assez importants. Et l'idée d'Arduino, c'était de dire on va rendre ça très accessible avec à la fois une petite carte simple, bien conçue, pas trop chère, etc. et un logiciel de développement, lui aussi bien conçu, qui fait que sans avoir à se prendre la tête, on arrive à mettre ces programmes sur la petite carte embarquée. Et le soft, c'est ça qu'ils ont fait comme grosse révision ici, avec plusieurs améliorations assez importantes. D'abord, l'aide à la saisie. Donc, c'est franchement banal pour qui fait du développement, mais c'est une grosse amélioration dans l'espace d'Arduino. C'est-à-dire que quand tu vas taper des instructions, tu dois pas te souvenir exactement comment ça s'écrit. Ah, ça c'est bien pour moi. Ça va t'aider, exactement. Et si tu sais plus ce que tu dois faire ou si ce que la fonction fait, il y a une aide intégrée qui t'envoie directement vers la description de la fonction. Donc ça, c'est bien. Deuxième chose, et là on voit que c'est vraiment pour du système embarqué, le port série, la gestion du port série qui a été très améliorée. Pourquoi c'est important ? Parce que ta petite carte, elle n'a pas un écran, pas nécessairement un écran, c'est pas un ordinateur, c'est une carte de contrôle, et donc elle va pas nécessairement avoir un écran, elle a rarement un clavier, elle a rarement une souris, et donc tu vas dialoguer avec par le port série. Et donc avoir une bonne gestion du port série depuis l'environnement intégré, c'était vraiment important. Elle n'était pas dégueulasse, on va dire, dans l'ancienne IDE, mais il y a de grosses améliorations ici. Amélioration suivante, le support du cloud.
Donc maintenant, si tu commences à éditer ton logiciel sur le cloud d'Arduino et puis que tu reviens sur l'éditeur bureau, puis tu repasses sur le cloud, etc., ton code synchronise entre les deux, tu n'as plus de problème. Et ça, c'est chouette également. Et enfin, dernière amélioration importante, je veux dire, parce qu'il y a plein de petites améliorations, mais dernière amélioration importante, c'est le fait que tout ça s'appuie maintenant sur un système de compilation en ligne de commande. Alors tu vas me dire, pour un éditeur, pourquoi c'est important de faire une compile en ligne de commande à l'ancienne, où on va dans l'éditeur, dans l'environnement, on tape ses commandes et tout, parce que quand on fait du développement, effectivement, la partie où on fait du développement, où on écrit son soft, on a besoin d'un éditeur interactif, mais dans une logique professionnelle, dans une entreprise, après, à un moment, ce soft, il va passer dans toute une chaîne de validation, de vérification, d'intégration et tout ça, et là, c'est des outils qui généralement tournent sur des serveurs où on ne veut pas avoir quelqu'un qui est en train de taper devant l'écran. Donc, on a besoin de solutions en ligne de commande qui peuvent se lancer automatiquement. Je termine juste en disant que pour faire tout ça, ils n'ont pas réinventé la roue, ils n'ont pas complètement tout écrit. Ils sont appuyés sur Eclipse TIA, donc qui est le même environnement que Microsoft a utilisé pour base pour Visual Studio Code, qui est un produit que les développeurs aiment bien, qui trouvent très convivial. Donc voilà, on se retrouve vraiment sur un bond technologique en 17 ans après pris pas mal de retard pour revenir à ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Ça va peut-être relancer l'envie de remettre les mains dans l'outil pour ceux qui chipotent un petit peu, comme moi par exemple, qui aiment bien un peu tripoter tout ça et se dire tiens, finalement, c'est vrai, toutes ces petites avancées, ça peut peut-être encore faciliter encore un petit peu plus les choses et de faire des choses merveilleuses des fois, et puis des fois totalement inutiles. Ça dépend un petit peu des petits gadgets. Moi j'ai un collègue par exemple, c'est une des applications, il y en a des millions des applications d'Arduino, mais il conçoit des escape rooms, tu vois, les jeux où tu dois t'évader d'un endroit. Et donc, tous les éléments électroniques, allumage, les lampes, les sons, etc., tout ça, c'est traité par des petits Arduino à gauche, à droite, et il s'amuse beaucoup, manifestement, avec son environnement, de l'Arduino, mais aussi d'autres systèmes. Que peut rajouter à tout cela notre ami David sur cette question, sur cette petite évolution, cette grosse évolution même? C'est sympathique, quoique je dois dire que l'ancien IDE Arduino, même ayant 17 ans, était quand même en avance sur son temps quand il est sorti, donc il était un petit peu vieillot, mais je veux dire, il était encore pas mal. C'est ce qui lui a permis peut-être de tenir aussi longtemps, finalement. C'est d'être au début en avance sur son temps et puis en retard, forcément à un moment donné, mais pas si en retard que ça. Ce qui est vraiment bien avec cet outil de développement Arduino, c'est que ils ont été ouverts à supporter des microcontrôleurs non Arduino. Donc, il y a eu des librairies pour pouvoir programmer des STM32, programmer des ESP32, tout un tas d'autres microcontrôleurs. Donc, ils sont pas fermés à leurs plaquettes. Leurs plaquettes sont open source et n'importe quelle société peut décider de fabriquer un clone Arduino, à condition qu'ils disent que c'est clone Arduino. Donc, voilà, c'est quelque chose de très sympathique et qui a fait vraiment faire un bond en avant pour l'adoption des microcontrôleurs par des gens qui sont peut-être pas des ingénieurs, qui ont le temps de passer leur temps dans des centaines de pages de documentation. Oui, mais pas uniquement d'ailleurs, parce qu'on a vu dans le passé des kits Arduino conçus pour des très jeunes, des enfants de 12-15 ans qui pouvaient ainsi ça donnait aux joies de la programmation, mais peut-être avec des interfaces plus graphiques, plus un peu différentes. Ouais. C'est ce que je dis, mais avant Arduino, pour programmer un microcontrôleur, il fallait souvent lire la documentation du microcontrôleur qui faisait des centaines de pages. C'était assez difficile de trouver des informations parce qu'il n'y avait pas de communauté, c'était uniquement des professionnels. Et donc là, ça a vraiment ouvert ça au grand public. Et comme tu le dis, même pour des enfants, apprendre à programmer, c'est... Avis aux bidouilleurs de tout âge, j'ai envie de dire. Un truc en conclusion, Benoît, t'as fait le tour, t'as tout dit. Je suis content, moi, je suis content. Oui, content, ça se voit d'ailleurs, t'es serein, t'es content, t'es posé, voilà. C'est bien, c'est très très bien. On va repasser la parole à David pour parler à la lettre D, Document Foundation. C'est LibreOffice qui semblerait change de modèle économique. Genre, ça devient payant, mais pas partout.
Voilà, LibreOffice, c'est, on va dire, une alternative à la suite Microsoft Office, qui, c'est en fait LibreOffice, c'est OpenOffice derrière, c'est un fork, enfin une branche de OpenOffice, et c'est open source, c'est gratuit, mais ça va devenir payant, ça va coûter 8,99 €, mais uniquement sur l'App Store Macintosh. D'accord. Et donc c'est dans une optique, ce qu'ils appellent FOSS for Biz, ce qui veut dire Free Open Source Software for Business. Ça ne veut rien dire. Voilà, ça justifie pas le fait de faire payer. Mais par contre, ils disent que c'est un frais de commodité. Mais l'explication, c'est que pour les utilisateurs qui veulent avoir tout leur soft venant des canaux officiels Apple, eh ben voilà, ils peuvent avoir LibreOffice des canaux officiels Apple, mais ils doivent payer 8,99 €. D'accord. Par contre, LibreOffice sera toujours disponible à télécharger gratuitement pour les utilisateurs de Macintosh sur le site de LibreOffice, et est même supérieur parce qu'il inclut Java. Et la version qui est sur le App Store ne contient pas Java parce que Apple n'autorise pas les dépendances software dans leur store. D'accord. Donc voilà, c'est pour ceux qui ont envie de payer et donner de l'argent à Apple. Sinon pour les autres, c'est un peu ça l'idée, ou en tout cas de ne passer que par le store à Apple. Je pense que c'est le cas aussi d'applications comme par exemple FileZilla. Je pense qu'il y a une version qui est dans le store mais qui est payante, alors que si vous allez sur le site de FileZilla, vous avez une possibilité de télécharger le fichier, le DMG pour l'installer. Voilà, il y a bon, voilà, c'est toujours un peu délicat de parler de LibreOffice et d'OpenOffice. Je sais qu'il y a des Linuxiens qui nous écoutent et qui ont l'historique complet par le menu de ce qui s'est passé et à quel moment, etc., et qui nous reprennent toujours un tout petit peu à la volée, qu'ils n'hésitent pas à le faire. Ça rajoute des informations, évidemment, à ce contenu, qu'ils n'hésitent pas à le faire en commentaire sur notre site lestechno.be ou sur notre chaîne YouTube, par exemple, en commentaire de la vidéo de cet épisode. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez et à rajouter éventuellement des informations. Benoît, un petit truc à rajouter sur le dossier ou pas? Juste un petit élément, c'est les 8,99 ne vont pas complètement Apple, hein, ça va à l'éditeur de logiciel. C'est vrai qu'Apple prend une part pour le fonctionnement du store, et puis il y a tout un débat sur l'importance de la répartition. Ça me paraît important de préciser ça. Et alors, peut-être au risque de choquer, moi ça me dérange pas, ce genre de choses. Il y a quand même free dans je trouve que open source est un meilleur terme que free d'ailleurs. Hein. Oui, bien sûr. Ça fait longtemps que Stallman lui-même a dit qu'avoir appelé ça free software, ça crée une confusion entre le modèle économique et le fait d'avoir la possibilité de modifier le logiciel, d'avoir accès au code source. Et c'est la deuxième définition qui, je pense, est effectivement importante. Donc, il y a pas mal de logiciels open source qui sont vendus avec, dans ce cas-là, certains bénéfices, un support, des éléments, etc. Ici, le bénéfice qu'on peut juger ne pas avoir la valeur, mais enfin, le concept ne me choque pas, c'est le fait de dire, OK, je fais l'installation via l'App Store, j'ai pas de difficulté, j'ai pas de problème à installer, j'ai confiance dans ce que je reçois, parce que si je suis pas très, très technicien, les télécharger un soft, est-ce qu'il n'y a pas un virus dedans, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un mal de 3 ça me choque pas. Les 9 €, moi je trouve les 9 € peut-être un petit peu le gap entre le pas payant, on va dire ça comme ça, et le payant. Les 9 €, je trouve ça quand même un peu beaucoup, mais c'est le prix de la tranquillité de l'usager lambda sur Mac peut-être, et effectivement la valeur ajoutée, c'est d'être dans ce confort, pour le coup. Et il faut dire aussi que ça coûte à LibreOffice de faire la certification Apple, qu'à chaque mise à jour, ils doivent passer via la certification, et il y a quelqu'un qui doit communiquer avec eux, et c'est peut-être rejeté la première fois, il doit faire des modifications, parce que c'est vraiment très, très contraignant. Donc voilà, ça a un coût pour eux aussi. Donc, on est bien d'accord. Ça ne me choque pas. Et à partir du moment que il y a toujours le choix entre l'avoir gratuitement sur le site, ou les gens qui veulent vraiment être certains qu'il n'y ait pas de virus, qui ne soit pas compromis, de passer par le App Store. Voilà, j'ai pas de problème avec ça. Voilà, c'est ça. Bon, si c'était devenu totalement payant pour tout le monde, à n'importe quelle condition, sans valeur ajoutée, là, on aurait pu dire, OK, ils exagèrent un peu, mais là, il y a, on va dire, un petit confort en plus.
voilà, chacun jugera si ce petit confort vaut ces 9 euros. Ça, je vous laisse évidemment libre office. Comme échec, Benoît, on va parler de jeu d'échecs et de triche dans le jeu d'échecs. On sait tricher au jeu d'échecs. Apparemment, oui. C'est le truc qui m'a étonné. Ça, je l'ai vu sur plusieurs sites d'actualité récemment, donc il y a apparemment une petite bisbrouille dans le monde des échecs. Alors, je commence par préciser, s'il y a des joueurs d'échecs qui nous écoutent, je ne suis pas joueur, donc si j'ai mal compris des subtilités, je m'en excuse par avance. Mais le meilleur joueur d'échecs actuel, Magnus Carlsen, a été battu par un grand maître, mais beaucoup plus jeune que lui, Hans Niemann, et Magnus Carlsen accuse l'autre d'avoir triché. Donc, alors pas totalement ouvertement, parce que ça se fait, si j'ai bien compris, il serait pas très poli, mais grosso modo, il a claqué la porte, quoi. Voilà, il a claqué la porte 2 fois, donc il a le tournoi où il a perdu, et une deuxième fois ils sont rejoués ensemble, et il n'a fait qu'un seul coup, et puis il a dit je perds, ce qui est apparemment, de nouveau je suis pas spécialiste, mais c'est vraiment dire voilà, je trouve cette personne en face de moi indigne de perdre mon temps à jouer avec quelque part. Donc c'est même assez grossier. Alors il y a une petite réalité derrière, parce que Hans Niemann a visiblement déjà admis qu'il avait effectivement triché. Donc quand il était plus jeune, sur des sites d'échecs en ligne, il a effectivement admis qu'il avait triché, et c'est pas bien. Mais il assure qu'il ne fait plus ça, qu'il a grandi. Il a 19 ans, donc c'est pas plus, voilà, c'est des phases d'adolescence d'après lui. Alors, si vous recherchez le sujet, ce qui ne manquera pas d'amuser certains d'entre nous, vous verrez qu'on part très loin dans comment il a pu tricher, parce que la question c'est comment est-ce qu'il a reçu l'information. Et donc, il aurait apparemment utilisé des billes anales qui vibrent pour lui passer des messages, des billes anales. Des billes anales, d'accord. Voilà, qui vibrent pour lui passer des messages. Mais ce qui m'a vraiment intéressé dans le truc, c'est que je me suis souvenu, et je pense, Marc, que tu as connu cette époque-là aussi, où dans les machines ont pour la première fois battu un grand maître aux échecs. Tu as vraiment eu... Voilà, exactement. Cette rupture quelque part, l'échec, le jeu des rois, le jeu qu'une machine ne pourra jamais gagner, et puis un jour une machine a gagné. Et donc je me suis dit, ok, donc en gros, s'il y a tricherie, parce qu'il ne faut pas accuser inutilement la personne, s'il y a tricherie, j'imagine que ce qui s'est passé, c'est qu'il avait quelque chose, un moyen, pour qu'on lui dise voilà comment jouer. Mais non, parce qu'en fait, il paraît qu'une intelligence artificielle, ça joue très différemment d'un grand maître. Donc si le bonhomme était un peu genre robot qui exécute ce qu'on lui dit, ça se serait vu. Là, clairement, ils auraient vu qu'il y avait tricherie. Or, c'est pas ça. Et donc, comment il a fait ? Donc j'étais curieux, j'ai un petit peu cherché le truc, et il semblerait que quand on est un très très bon joueur d'échecs, une chose, c'est que d'une part, il n'y a pas tes collègues qui va pouvoir beaucoup t'aider, parce que les gens autour de toi sont pas franchement meilleurs que toi, donc ils vont pas pouvoir vraiment beaucoup t'aider. Par contre, effectivement, la techno peut t'aider parce qu'elle peut te prévenir, attention ici, tu es sur un coup important. Donc là, tu vas avoir une ouverture. Ou ce mouvement-ci, il faut pas le rater. Il paraît que si tu as quelque chose qui te signale 2 ou 3 fois au maximum sur une partie, attention, ce coup-ci, c'est un coup il faut prendre une ouverture, c'est un coup il faut ici, eh bien ça donne apparemment un avantage disproportionné au grand maître qui joue comme ça, parce que lui c'est très très bien joué, donc il va avoir attention, il va un petit peu plus regarder et dire ah oui effectivement il est temps que je... Sans doute que et donc, s'il y a tricherie, ce serait peut-être ça. Mais j'ai fini. Oui, mais je pense que, vu le niveau des joueurs, peut-être pas le joueur de base que je suis, qui prend son temps, etc., ne le ressentira absolument pas. Et inutile d'essayer de mettre quoi que ce soit, des billes ou quoi que ce soit d'autre dans mon corps pour essayer de me faire gagner même une partie d'échecs. Mais je pense qu'à la marge, dans le niveau dans lequel ils sont, ces petites informations, une petite indication de ce genre-là peut avoir son poids, mais on peut quand même se poser la question à quel niveau ça se situe, parce que un joueur d'échecs a plusieurs coups d'avance, comme on dit, c'est pas une image, c'est une réalité. Je pense que c'est Kasparov qui avait 7 ou 8 coups d'avance dans sa tête. Enfin, c'est une élaboration intellectuelle assez prégnante. Alors, être influencé tout d'un coup par, ça voudrait dire qu'on a plusieurs, c'est Inception, quoi. On a plusieurs portes de sortie au troisième
troisième coup, si je fais ceci, ça me paraît étonnant, mais en même temps, ce sont des tels cerveaux tellement particuliers, avec des fonctionnements tellement particuliers que c'est difficile de se mettre à leur place déjà, c'est clair. Et voilà. Et alors sur le fait que la difficulté de jouer contre une intelligence artificielle pour un joueur d'échecs, on va dire traditionnel, aussi bon soit-il, c'est qu'effectivement la machine n'a pas de personnalité. Et donc et la personnalité, ça fait quelque chose dans le jeu d'échecs, c'est d'avoir un joueur. Il y a un style de jeu. C'est pour ça que beaucoup de joueurs d'échecs reprennent des parties de grands maîtres parce qu'on les annote évidemment et qu'on peut suivre la partie, la rejouer, enfin la resimuler pour voir un peu c'était le cheminement de l'idée du gars, essayer de la comprendre. C'est comme ça qu'on apprend après un certain niveau à jouer encore mieux aux échecs éventuellement ou simplement parce qu'on est passionné. Et on voit qu'il y a des styles de jeux. Enfin moi je vois rien du tout, mais je sais qu'on voit des styles de jeux de joueurs d'échecs différents. Donc voilà, c'est vraiment le petit drame de l'année dans le milieu très fermé en fait. Le milieu du Scrabble par exemple est beaucoup plus ouvert. Du jeu de dames aussi d'ailleurs. Voilà. Je sais pas ce qu'en pense David. Une petite opinion là-dessus ou pas non plus très échec. J'ai joué aux échecs quand j'étais plus jeune, mais moi j'ai plus été un joueur de Go. Mais le jeu de Go était aussi un jeu qui n'était pas proche d'être battu par des machines et qui a été finalement des victoires par l'intelligence artificielle très récemment. Et c'est exactement la même problématique. Par contre, la différence, le jeu d'échecs, c'est qu'aujourd'hui, les intelligences artificielles sont nettement plus avancées que les êtres humains. Et sur un jeu complet, il y a un style qui est inhumain d'une intelligence artificielle. Mais par contre, sur un coup particulier, en effet, donner un avertissement et avoir 3 longueurs d'avance sur l'humain, ça peut donner un avantage et l'intelligence artificielle pourrait même suggérer un coup au grand maître tricheur, sans que pour autant ça change vraiment son style de jeu, parce que c'est juste un coup particulier, mais décisif. Mais le coup particulier et décisif, hormis la machine, etc., c'est souvent ce qu'on appelle l'ouverture, le premier déplacement de pièces, qui fait que sur une ouverture, déjà, les très très bons joueurs savent vers quoi ça va aller et commencent déjà à calculer, et commencent déjà à élaborer des plans juste sur simplement un déplacement de pièces. Et donc là, s'il y a plusieurs entre guillemets ouverture dans le même jeu, ça peut effectivement ouvrir des perspectives pour les très très bons joueurs. On est à des niveaux vous imaginez pas. Alors après, vous me direz mais où est l'aspect technologique dans cette news? J'irai dans DTC. Dans les billes. Dans les billes, par exemple. Voilà, c'est une autre manière de le dire, effectivement. Voilà. Si vous avez des précisions, une fois de plus, parce qu'on n'est pas spécialiste, vous l'avez remarqué, des échecs, mais si vous avez des précisions à apporter, n'hésitez pas, surtout pas, mais faites-le juste poliment. Comme EVGA, David, on a dit qu'on dirait comme ça. EVGA, arrête les cartes graphiques. Il faut que tu remettes ça un petit peu tout dans le concept, dans le contexte de manière générale. Voilà, EVGA, c'est un fabricant de cartes graphiques qui est très réputé et très aimé des gamers. Un fabricant de cartes graphiques qui ne travaillait qu'avec Nvidia. Donc c'était que des cartes graphiques basées sur des GPU Nvidia. Et après de nombreuses années de bons et loyaux services, ils ont décidé de fermer boutique et d'arrêter les cartes graphiques qui représentent pourtant 80% de leur business. Alors, ceci a été annoncé très peu après le merge de l'Ethereum, donc la crypto-monnaie qui est passée de Proof of Work en Proof of Stake. On en a parlé la semaine passée, ce qui a complètement tué le mining et qui a fait du bien au prix des cartes graphiques. Donc les prix des cartes graphiques qui étaient déjà en diminution s'est complètement effondré. Apparemment Nvidia en imposant une baisse de prix, parce que étant donné qu'ils vont sortir de nouvelles générations de GPU, ils ont envie de liquider leur stock.
D'autant plus que ils se sont fait interdire plusieurs marchés pour des raisons politiques. Donc ils se retrouvent avec encore plus de GPU sur les bras, alors qu'il y a pas si longtemps que ça, ils en avaient pas assez. Et donc voilà, les prix sont à la chute. Les partenaires de Nvidia, donc Nvidia fabrique les GPU, fabrique aussi des cartes graphiques, et il y a les partenaires qui fabriquent des cartes graphiques basées sur le design Nvidia avec des radiateurs plus performants. Ici, EVGA faisait des cartes qui étaient très performantes avec des blocs de water cooling, donc refroidissement par eau. Et les profits des partenaires se retrouvent massacrés. Pour donner une idée, la marge de prix, la marge de bénéfice des partenaires de Nvidia est passée de 25% à 5% entre 2000 et 2022, alors que Nvidia a sa marge de profit qui est passée de 35 à 65% pour les cartes graphiques. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. Et donc voilà, EVGA a dit que les perspectives financières étaient sombres. Et ils accusent Nvidia de leur avoir donné un mauvais traitement, enfin, de n'avoir pas été juste, et donc ils préfèrent arrêter que de faire une marge minable et de se retrouver avec des stocks sur les bras qui ne savent vendre qu'à perte. Et apparemment ils vont continuer leur marchés secondaires qui sont les alimentations d'ordinateurs sur lesquels ils font 300% de marge de bénéfices. Donc peut-être qu'en tuant 80% de leur business, les 20% restants va être profitable. Maintenant, il faut quand même préciser que ils n'arrêtent pas du jour au lendemain dans le sens qu'ils vont continuer à fournir des cartes graphiques de génération actuelle et le support des cartes graphiques qu'ils ont vendues jusqu'à rupture de stock, bien évidemment. Mais par contre, ils ne vont pas produire de nouvelles cartes graphiques sur les nouvelles générations. Ils n'ont pas non plus l'intention de travailler ni avec AMD ni avec Intel, parce qu'ils disent que c'est un business model qui n'est plus viable pour eux. Qui est plus pour eux, ok, d'accord. Ils avaient une bonne cote sur les cartes, les cartes graphiques VGA. Moi, je me rappelle quand on compose une machine soi-même, on regarde un petit peu le marché, on étudie un petit peu les différents prix et les avantages, parce qu'effectivement, les fabricants de cartes graphiques sur le modèle Nvidia proposent différentes options de refroidissement, éventuellement des sorties HDMI différentes ou en quantité différente, etc. Donc chacun revoit un petit peu ce qui est le plus intéressant pour sa configuration, et en général, il se casait assez bien au niveau budgétaire. En tout cas, c'était dans la bonne tranche, quoi. On va dire, c'était pas les plus chers, c'était pas les moins chers non plus, mais en termes de fiabilité, en général, ils avaient une bonne presse, quoi. Donc c'est un peu dommage. C'est un acteur de moins dans. Ouais. C'est un acteur de moins dans le paysage, donc du coup ça va batailler ferme chez les autres fabricants. Je pense à MSI par exemple, qui en fabrique aussi. Ça va être un peu particulier. Il y a peut-être un petit détail que j'ai oublié de préciser, c'est que EVGA était un ami des mineurs de crypto-monnaies. Ah oui. Dans le sens que ils avaient sorti des drivers qui passaient outre les protections, les limitations que Nvidia avait mis en place. Et Nvidia c'est en quelque sorte entre guillemets vengé en cassant les drivers de EVGA, en sortant des drivers soi-disant pour optimiser les performances. Donc il y a peut-être eu un désaccord entre eux à ce niveau-là, et le fait qu'ils ont fait cette annonce quelques jours après la fin du mining Ethereum, pour moi il y a un rapport de cause à effet. Ok, bon, voilà, affaire conclue. Passons en quelque sorte à la suite avec Benoît pour parler de la lettre G comme Google, Benoît, ou peut-être plus Alphabet que Google en fait, quand on réfléchit bien, puisqu'on va parler de YouTube. YouTube, tu titres toi, YouTube n'en fait qu'à sa tête. Voilà, exactement. Voilà. Alors j'ai quand même vérifié le coup, parce que je me suis aussi posé la question s'il faut le classer sous A ou sous G. Oui. Et si tu vas sur le site de YouTube, le copyright est toujours au nom de Google. Ah bon, donc, d'accord, ok. Je l'ai classé sous G. Voilà, t'as bien fait. Bon.
Donc effectivement, de quoi on va parler? Du fait que notre ami YouTube, en fait, il fait ce qu'il veut, ou quelque part. C'est une étude de la fondation Mozilla, donc l'équipe qui fait Firefox aussi, une étude de la fondation Mozilla disant il y a une perception auprès du large public que YouTube propose des vidéos sans trop tenir compte des préférences exprimées par les visiteurs. Et ils ont voulu un petit peu objectiver ça, et c'est pas neutre, parce qu'il faut quand même pas l'oublier, même si c'est peut-être pas le site vidéo qui aujourd'hui est le plus trendy. YouTube, c'est quand même un des plus gros sites en nombre de visites, c'est apparemment le deuxième plus gros site selon la fondation, et c'est quand même toujours la première plateforme de fourniture de vidéos, et puis il y a d'excellentes vidéos qui se produisent, je dis ça comme ça, il y en a vraiment de très très grande qualité. Et donc cette impression d'avoir la perte de contrôle, est-ce qu'elle est réelle ou pas? Pour objectiver, ils ont collecté des données en demandant à un panel de volontaires d'installer une extension dans Firefox qui leur permettait de collecter des données sur des recommandations que Google fait. Et donc ils appellent ça du don de données pour permettre de faire des recherches. Ils ont eu 22 722 personnes qui leur ont fourni 567 millions de recommandations. Donc c'est quand même une quantité qui permet de vraiment bien juger. Et ce qu'ils ont constaté, c'est qu'en fait, même si tu cliques sur une vidéo pour dire je n'aime pas, ce qui pourrait raisonnablement entraîner comme effet que YouTube se dit on va plus lui proposer ça, YouTube s'en grosso modo moque et continue à te présenter d'autres vidéos sur les mêmes thématiques, des mêmes personnes, etc. Si tu cliques sur une option que j'ai découverte en lisant l'étude, qui est de ne pas recommander la chaîne, donc il y a moyen de bloquer la chaîne, ça on le trouve assez facilement pour dire cette chaîne elle est choquante, mais il y a également moyen, c'est avec les 3 petits points, quand tu es sur la zone de recherche, tu as le petit menu hamburger, en dessous tu as ne pas recommander, ne plus proposer, attends je retrouve le texte exact, ne pas recommander la chaîne, voilà. Et si c'est le cas, eh bien là effectivement YouTube ne va plus de présenter de vidéos de cette chaîne, il va trouver une autre chaîne qui a les mêmes thématiques, les mêmes sujets, le même type de présentation, et te la proposer à la place. Donc, grosso modo, il tient pas trop compte de ce que tu veux. Et donc, la conclusion de l'étude, elle est assez simple, c'est que YouTube semble privilégier ses revenus publicitaires au-delà de la satisfaction des utilisateurs. Et la fondation conclut son étude à 4 recommandations à destination de YouTube et à destination du législateur, en disant il faudrait des contrôles qui soient beaucoup plus clairs et beaucoup plus compréhensibles. Quand on clique « je n'aime pas », visiblement pour YouTube, ça ne veut pas dire qu'on ne veut plus en voir, mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que légitimement, on pourrait se dire si j'aime pas, il faudrait plus me présenter ça, quoi. Le contrôle doit vraiment être au service de l'utilisateur, au lieu d'être au service d'on ne sait pas trop quoi. Ils demandent également un meilleur accès aux données, parce qu'ils ont eu du mal à collecter ces données, ils ont dû développer une extension, ils ont dû recueillir des gens qui essaient, etc. Et donc ils trouvent que ce serait bon pour la recherche que les données soient plus accessibles, et donc ils demandent également à nos chers politiciens de prendre des mesures pour que YouTube soit forcé de divulguer ou de fournir certaines informations aux chercheurs, et même ne puisse pas essayer de bloquer les recherches, ce que YouTube peut faire en essayant de gêner un petit peu la collecte des données. Voilà. L'idée, c'est peut-être... Mais ça m'a quand même un petit peu frappé. L'idée de la part de Mozilla, c'est peut-être aussi par rapport à YouTube, qui est le plus emblématique, entre guillemets, celui qui utilise les algorithmes pour faire des propositions, etc., sans doute de créer un précédent, parce que ce qui vaudra pour YouTube, en termes de transparence des données ou des mécaniques, etc., ça vaut aussi pour Spotify, ça vaut pour d'autres plateformes qui, de manière plus récente, d'ailleurs, utilisent des algorithmes pour faire des propositions. Je pense à Apple Podcast, par exemple. Donc, je pense que là, il y a une idée aussi derrière de dire, on va essayer de créer un précédent pour changer un peu le jeu, pour qu'il soit un peu plus ouvert, pour que finalement les créateurs de contenu, tout comme ceux qui consomment les contenus, comprennent mieux la raison pour laquelle on leur propose ce contenu et pas un autre. Et en tant que créateur, pourquoi est-ce que leur chaîne ne décolle pas ou leurs vidéos ne sont pas vues alors qu'ils parlent de thématiques qui sont relativement larges et que d'autres, tout d'un coup, eux décollent et sont beaucoup plus en vue, etc. C'est vrai que tout ça, c'est pas du tout transparent. Pour nous. Et voire idéalement, donner ce contrôle à la personne qui accède au site. Bien sûr. Et pas juste des données, mais vraiment qu'on ait un moyen de dire non, cette thématique-là,
voilà, elle ne m'intéresse pas, j'ai pas envie qu'on... Sur le bouton j'aime pas, nous on a encore les statistiques, on les voit en tant que créateur de contenu, on a accès au nombre de j'aime pas. YouTube a arrêté de l'afficher, le nombre de j'aime pas. À un moment donné, il l'affichait, il n'affiche plus du tout. Et du coup, il y a beaucoup moins de j'aime pas. C'est marrant, C'est-à-dire que les gens, c'est un petit peu, c'est pour incrémenter le compteur, c'est chouette. Mais une question de sémantique, en fait. Est-ce que quand on clique j'aime pas, on veut dire je ne veux plus que tu me proposes ça? Mais la personne a peut-être fait du bon travail, mais c'est une thématique qui m'intéresse pas. Est-ce que ça veut dire non, ce type, il est vraiment pas capable? La forme, le fond, voilà. C'est pas clair. Oui, non, ça n'a jamais été clair. La Fondation appelle à ce que ces choses-là soient clarifiées et que les conséquences soient claires. En dehors de YouTube, sur une autre plateforme de podcast, moi, on a vu des commentaires excessivement rares. Extrêmement rares, il faut le constater, de gens négatifs, mais qui n'étaient pas négatifs par rapport aux chroniqueurs ou par rapport à la forme, machin. Mais sur une news dont on parlait, c'est « Ah non, ça, c'est pas un bon produit ». Mais du coup, je mets qu'une seule étoile sur 5. sans penser que c'est l'ensemble qui est du coup jugé et qui s'en prend un peu. Voilà, sur le coup, on se dit voilà, on s'est pris une seule. D'accord, on a compris l'intention, mais cet outil-là n'est pas fait pour ça. En fait, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on devrait presque faire, c'est mettre en ce qui nous concerne, parce que chacun c'est des contenus différents aussi. On peut pas tout mettre sur le même pied d'égalité, mais dans ce que nous on fait avec les technos, de dire on fait un sondage systématique sur un sujet. Est-ce que ce sujet vous a plu? Est-ce que l'avis du chroniqueur, est-ce que vous validez son avis? Ou voilà, et de le mettre sous forme de sondage, mais pas de jugement de valeur. Le problème, c'est le jugement de valeur, en fait. Voilà. Et effectivement, YouTube, d'après ce que j'ai pu voir et constater de visu, ne se sert pas beaucoup, en tout cas pas à ma connaissance, de ce type d'informations pour entre guillemets, mettre plus en lumière certains contenus, parce que très honnêtement, on a un ratio nombre de vues, nombre de likes, comme on dit, de j'aime, qui est assez important. Évidemment, on fait pas beaucoup de vues, mais on fait beaucoup de likes, donc forcément, le ratio est important, beaucoup plus que certaines autres chaînes, et pourtant, ça ne nous met pas plus en lumière, malheureusement, j'ai presque envie de dire, mais ça dépend un petit peu aussi de nos amis auditeurs. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à partager les contenus que vous appréciez, que ce soit en podcast ou en vidéo, d'ailleurs. Est-ce que David avait un petit truc à rajouter sur cette petite info, mais qui a son importance quand on s'intéresse au domaine? Oui, ça me faisait un petit peu penser à ces emails qu'on reçoit qui proposent de se désinscrire, et quand on clique pour se désinscrire, en fait, il nous inscrit à 5 autres mailing lists. Alors c'est encore autre chose. Non, mais peut-être que quand on clique, je ne suis plus ne pas proposer cette chaîne. Peut-être que YouTube se dit, mais s'il a fait l'effort de regarder la vidéo et de cliquer sur le bouton, c'est que la thématique l'intéresse, et comme il n'aime pas cette chaîne, on va lui en proposer une autre similaire. Oui, ou de savoir, parce que ça ils savent le dire, à quel moment la personne a cliqué sur le bouton j'aime pas, parce que ça peut être un indicateur aussi. Si c'est dans les 10 premières secondes, en gros c'est le générique de début, donc ils aiment pas le générique de début, mais ils ont rien. Est-ce qu'ils ont aimé la suite? On n'en sait rien. Moi j'ai déjà vu, mais par rapport à une autre plateforme que je ne citerai pas par contre, des gens qui venaient après dans les commentaires dire excusez-moi, j'ai dit que j'aimais pas votre application sur je ne sais plus, sur Google Play Store, mais en fait je l'adore. Et donc le mal est fait, mais c'est très gentil de votre part, donc réfléchissez à 2 fois avant de cliquer sur des petits liens comme ça. Vous ne vous rendez pas compte le mal que vous pouvez faire aux gens. La lettre L comme Logbit, David, de quoi s'agit-il? Parce que là, par contre, moi je surnage même. Logbit, c'est un ransomware, donc c'est le trojan, le virus qui encrypte les données de l'utilisateur et ensuite qui lui demande de l'argent pour pouvoir décrypter ces données. Donc Logbit s'est fait pas vraiment pirater, mais le builder, donc c'est les outils qui permettent de créer un ransomware personnalisé, ont fuité. En fait, par un développeur qui était mécontent avec le management d'une société qui est tout à fait illégale. Ce sont
Ce sont des criminels. Ouais. Et c'était leur toute nouvelle version, Logbit version 3.0, qui reprenait le slogan copié d'un ancien président des États-Unis. C'est Make Ransomware Great Again, donc redonner la grandeur au ransomware, avec des fonctions anti-analyse. Ils avaient fait des primes de découverte de bugs, donc ils payaient les gens évidemment sur le dark web. C'est pas une société avec pignon sur rue. Et ils avaient mis en place de nouvelles manières d'extorsion. Pas moins que ça. Et donc, voilà, ça a fuité sur Twitter par un développeur mécontent. Les sources, pas les sources, mais le builder est disponible sur GitHub. Et voilà, la société criminelle derrière Logbit est assez mécontente en disant que ça va faire beaucoup de mal à leur entreprise en général. Et voilà. Et bon, l'article qui est posté en annexe, ça vient de Bleeping Computer, qui est en fait un site web spécialisé dans la cybersécurité. Ils ont contacté plusieurs chercheurs en sécurité qui ont confirmé que le builder était bien légitime, bien que ça soit criminel. Voilà, c'est l'arnaqueur arnaqué. Oui, c'est ça. Tout le monde doit pouvoir faire son petit ransomware. Il y a des gens qui doutent de rien quand même. Enfin, on en voit tous les jours pour l'instant des gens qui doutent de rien, mais c'est quand même assez. Voilà. Oh là là, on m'a piraté mon système de piratage. C'est dégoûtant. Il faut pas faire ce genre de choses. Qu'en pense Benoît ? Il est hilar, Benoît. Je le vois rire dans sa moustache. En fait, je ris, mais c'est vrai que quelque part, ça ouvre malheureusement la porte à d'autres. Enfin, peut-être que ça va faire qu'il y aura plus d'acteurs. Qui vont utiliser le soft et qui vont. C'est le risque. Ou dans des attaques supplémentaires. Mais c'est vrai que le truc de la boîte. Le positionnement. D'activité qui derrière. C'est incroyable. C'est une posture un petit peu. Voilà. C'est la posture, moi, qui me fait rire. Après, tu as tout à fait raison. C'est que ça, du coup, et d'ailleurs, on en parle. Ça diffuse très largement l'idée de ce type d'application et de l'usage malveillant qu'on peut en faire. Donc, là, par contre, l'effet est assez pervers. Mais le pirate qui se plaint de piraterie, ça, c'est quand même chapeau l'artiste, quoi. C'est magnifique. Maintenant, le point un petit peu positif comparé au fait que maintenant même des adolescents qui s'embêtent vont pouvoir faire un ransomware, c'est que étant donné que ça a fuité, les sociétés de sécurité vont peut-être pouvoir développer des outils justement pour mieux protéger les gens de ce ransomware. Donc là, c'est peut-être le côté positif. Oui. Mais un truc que j'ai pas bien compris dans ce que tu expliquais, tu as dit que c'était le builder mais pas le code source. Tu peux rapidement expliquer la différence ? Oui, le code source, donc c'est la programmation en elle-même. Le builder, en fait, ce sont des exécutables qui sont déjà compilés. Et donc, ça consiste en un générateur de clés. Ça consiste en un exécutable qui est l'exécutable principal, un fichier de configuration et un batch qui permet de créer une version personnalisée du ransomware, mais pas à partir de code source. Ça ne compile pas le code source, mais ça crée, une version personnalisée à partir d'un code déjà compilé. D'accord. Pour se faire son application de voyou personnalisée et avec ses cibles favorites, quoi. En gros, c'est un peu le faire façon, quoi. Ces gens sont quand même bien éduqués. C'est une image, bien sûr. Tiens, on va encore parler d'NVIDIA, toujours avec David d'ailleurs, N comme NVIDIA. Il y a encore des choses à dire sur cette keynote, sur une keynote concernant les nouvelles cartes graphiques d'NVIDIA.
Oui, pas que les cartes graphiques de Nvidia. Donc Nvidia a fait une keynote le 20 septembre et qui était assez impressionnante. Ça vaut la peine de regarder la vidéo complète. Ça fait 1h30. C'est un petit peu long, mais il y a beaucoup de belles images et de belles présentations en anglais. Oui, enfin. J'imagine que ça doit pouvoir se trouver en sous-titré français. Bon, je vais pas, je vais essayer de faire assez rapidement. Donc, Nvidia a annoncé la nouvelle génération de GPU. Ada Lovelace, donc ce qui va être la génération GeForce RTX 4000, de 2 à 4 fois plus performant que les GeForce 3090 Ti, qui sont le top du top pour l'instant du côté Nvidia. Évidemment, il y a compétition entre AMD et Nvidia. Donc ici, je parle par rapport au top de Nvidia. Ils ont mis en place un nouveau système. J'en avais déjà parlé lors d'un podcast précédent du DLSS, qui était la technique qui permettait de rendre la scène graphique avec une résolution inférieure et de l'augmenter par intelligence artificielle. Mais ils ont poussé ça encore plus loin. Maintenant, ce n'est pas simplement faire du super sampling, mais ça génère des images par rapport aux images précédentes. Donc, ça fait une analyse des images précédentes. Ça fait une projection intelligence artificielle de l'évolution de l'image et apparemment ça permet de doubler à quadrupler les performances rien que sur ça. Ils ont optimisé le moteur de ray tracing qui était quelque chose qui est sorti dans la génération RTX 2000 mais qui était vraiment exploitable qu'à la génération précédente. Là, on parle de 8 fois plus de performance. Les TensorCore, qui est le moteur qui fait le ray tracing, qui fait l'intelligence artificielle, passe à 1,4 pétaflop de performance. Pour donner une idée, un pétaflop, c'est 1 milliard fois 1 million d'opérations par seconde. C'est quelque chose qui est complètement dingue. Et il n'y a pas autant d'années que ça, c'était quelque chose qui était un super calculateur, même assez récent. Pour la petite blague, ils utilisent le FP8. J'en avais parlé il y a... La fameuse virgule flottante. Voilà, la FP8, ouais, voilà. Ouais. Les cartes graphiques vont sortir avec un prix pas si bon marché que ça. On parle de 1599 $. Avec la quasi-parité avec l'euro, ça va faire autant en euros. Ouais. Ça, c'est le modèle haut de gamme, les RTX 4090. Ils vont sortir la RTX 4080 à 1199 et ils vont sortir une 4080 Lite à 899. Et alors là, il y a pas mal de gens qui se sont plaints en disant que Nvidia arnaque un peu les gens parce que en général, ils ont ils ont plusieurs niveau de GPU. Pour la génération 3000, ils avaient les 3070, les 3080, les 3090 qui sont sortis au début. Trois classes différentes avec des prix très différents. Et en fait, ici, la 4080 bon marché, en fait, ça aurait dû être une 4070. T'as tout à fait raison. La vidéo dont tu parlais, je t'interromps 2 secondes, mais la vidéo dont tu parlais, et on va mettre le lien évidemment vers le site d'NVIDIA dans lequel il a cette vidéo, c'est impressionnant les rendus qu'on arrive à faire maintenant, c'est hyper réaliste, c'est magnifique, on se dit c'est de la réalité ou c'est de la fiction, c'est vraiment bien foutu quoi, et les outils qui vont avec, c'est vraiment très très impressionnant. Ouais. Mais là je n'ai parlé que du dessus de l'iceberg, carte graphique. Maintenant, Nvidia a admis que la loi de Moore, donc la loi qui disait que tous les 6 mois on double le nombre de transistors, etc., est morte, et que si on veut pouvoir évoluer plus, il faut travailler sur le software, et Nvidia maintenant travaille énormément dans tout ce qui est intelligence artificielle, dans des outils pour permettre aux sociétés d'utiliser l'intelligence artificielle comme un service.
Et ils mettent en place un cloud qui s'appelle Omniverse et qui est en fait c'est le multiverse de Nvidia qui va intégrer énormément d'outils, des services d'intelligence artificielle, des outils pour pouvoir créer des mondes virtuels. Ils font également des outils pour pouvoir faire de l'augmentation de résolution sur des anciens jeux. Bon, on parle encore du gaming, mais tout ce qui est les données graphiques, les modèles 3D, etc., qui sont augmentés par intelligence artificielle, vont être disponibles sur leur cloud pour les partenaires pour pouvoir créer des mondes virtuels assez facilement. Ils sont aussi dans la robotique et dans les voitures autonomes. Je passe peut-être un petit peu du coq à l'âne, mais ça a un rapport, parce que dans leur présentation, ils montraient leur plateforme d'apprentissage intelligence artificielle pour les voitures autonomes. Et en fait, ils ont des systèmes maintenant basés sur intelligence artificielle où les caméras dans la voiture permettent de reconstruire en 3D les rues, tous les objets, de pouvoir séparer les voitures qui sont parquées les unes des autres et à la volée, en conduisant, créer ces modèles-là et les mettre dans des librairies qui vont être disponibles sur justement leur cloud Omniverse. C'est absolument impressionnant. J'étais absolument sidéré de voir ça. J'avais déjà vu des documents un peu techniques de Nvidia qui montraient leur nouvelle prouesse de pouvoir créer en un temps record des modèles 3D à partir d'images. Et je parle d'images pas avec des caméras stéréoscopiques. Je parle simplement un appareil photo, une caméra, on passe et ça permet de reconstruire avec un niveau de détail incroyable. Donc voilà, c'est vraiment impressionnant. Ça va permettre de pouvoir entraîner les intelligences artificielles pour les voitures autonomes sur des mondes virtuels qui sont reproduits à l'identique sur le monde réel. Donc ça a un aspect sécurité. Bon, je ne vais pas entrer plus dans les détails là-dedans, parce qu'on pourrait en parler un podcast complet. Mais bon, ils font aussi des avancées en robotique, parce que la robotique avec les caméras reconnaître l'environnement. Pour les voitures autonomes, ils ont un nouveau processeur qui s'appelle Thor, ils annoncent ça un petit peu à l'avance. Ça va sortir vraiment en 2024. Mais ils ont quadruplé les performances qui étaient prévues pour le processeur qui devait sortir à ce moment-là. Donc ils sont vraiment à la pointe de la technologie. Ils ont aussi sorti des systèmes pour la bioscience, donc pour les calculs de repli de molécules. Ils ont une technologie où ils annoncent pouvoir permettre de faire un séquençage ADN complet en 1 heure comparé à 24 heures avec les meilleures techniques actuelles. Des nouveaux ça va bientôt tenir dans un épisode des experts. Voilà. J'ai essayé d'être rapide, mais je veux dire, j'ai été tellement impressionné. Il y a tellement voilà. Moi, je recommande à toute personne intéressée par ça de regarder la vidéo, parce que même s'il y a des aspects un peu techniques, il y a beaucoup de belles vidéos, de belles présentations, de belles images. Ils ont vraiment un bon public relation. Ils savent présenter leur ils savent produit, se vendre. Mais voilà. Ils savent se vendre. Mais effectivement, il y a des choses impressionnantes et ça mérite effectivement, si vous avez une soirée à consacrer à ça, 1h30, c'est le temps d'un film. Et je pense que là, vous allez voyager dans le futur, vous allez être servi. Je fais pas trop de tape pour la marque ou quoi que ce soit, mais quand c'est bien fait, il faut le reconnaître. C'est impressionnant et ça vous donne un coup là, pour le coup, pour arriver dans le futur, vous y êtes de manière assez brutale, j'ai presque envie de dire.
Je sais pas ce qu'en pense Benoît, je sais pas si tu as un peu regardé cette keynote ou cette vidéo avant. Je n'ai pas regardé la keynote, je découvre via le sujet ici. C'est vrai que c'est les quelques images que tu as passées, Marc, c'est tout à fait, montre que c'est tout à fait impressionnant. Je pense qu'effectivement, quand le dit David, ça vaut la peine de passer une soirée ou de regarder un autre film, à regarder. Là, pour l'instant, on a sous les yeux les images de la modélisation 3D d'une mammographie, par exemple. On voit tout l'intérêt que ça peut être pour les médecins de pouvoir visualiser en 3 dimensions l'intérieur du corps humain de manière globale pour mieux soigner, pour mieux cibler peut-être le problème. Ça donne presque des frissons c'est un peu les poils, ce genre de technologie. Ça mériterait qu'on y passe plus de temps, mais malheureusement, on doit passer à la suite. Qui est la lettre R, avec laquelle d'ailleurs on va clôturer cet épisode. Il n'y aura pas de W cette semaine. Ah oui, c'est comme ça, que voulez-vous. Il n'y a pas toujours des oui mais non dans nos épisodes. Benoît, on va parler de les billes, peut-être. Risque. On pourrait parler des billes, oui, mais c'est un autre sujet. Je sens que ça t'intéresse. Le risque 5 et non pas le risque V, comme certains pourraient le croire, c'est des puces. Des puces et des puces et des cœurs et des cœurs et des cœurs. Les puces, et c'est la faute à Nvidia. Alors, quoi s'agit-il ? En fait, petit rappel, parce que RISC-V, c'est pas nouveau, c'est une architecture microprocesseur. Donc, c'est, en faisant très simple, la version open source de ARM. Enfin, sauf que il n'y a pas de lien en termes d'IPR, de propriété intellectuelle, mais c'est l'équivalent open source de ARM, tout comme tout à l'heure on parlait de LibreOffice, qui est un peu l'équivalent des suites bureautiques Microsoft en version libre. Voilà, c'est dans l'esprit. Voilà, c'est ça un petit peu l'esprit. Alors c'est une architecture qui n'est pas foncièrement nouvelle, ça fait un moment déjà que RISC-V se développe, mais elle reste quand même, elle ne bénéficie pas de l'ampleur de l'écosystème d'ARM. Donc en particulier en matière du nombre de fondeurs qui sont capables de construire des processeurs à partir de l'architecture RISC-V, en matière surtout d'outils pour exploiter les puces, et donc par exemple tout ce qui va être les librairies, parce que quand on écrit pour une solution logicielle, on n'a pas, quand on écrit son logiciel, pour une solution qui est destinée à une puce, on va pas nécessairement avoir envie de réécrire tout le logiciel, on veut s'appuyer sur des librairies existantes, sur une communauté, etc. Et là, de nouveau, ARM est très très fort, ils ont une large communauté qui ont contribué beaucoup de solutions pour piloter des écrans, des souris, Bluetooth, du Wi-Fi, donc toutes les choses bas niveau qu'on n'a pas envie de faire. Voire ils ont EmbeddOS, donc leur OS quand on veut faire de l'embarqué. Ils ont un certain nombre de grands fabricants qui ont porté des OS plus desktop ou téléphone dessus. Donc ils ont un grand panel, on n'a pas cette richesse-là. Et enfin, en matière d'outils de compilation, les outils les plus bas niveau pour les développeurs, là aussi, ils sont pas à la même richesse qu'ARM. Et donc, ça fait qu'en fait, on en entend assez peu parler dans nos produits du quotidien. Si on veut s'acheter un téléphone, si on veut s'acheter... Parce qu'en gros, si on regarde les architectures de puces, tu as l'architecture Intel pour les machines bureau Windows, tu as de vieilles architectures 8 bits qui n'évoluent plus, mais qui sont toujours vendus pour faire de l'embarqué, comme on parlait tout à l'heure sur Arduino, pour les frigos, les fours, des choses pareilles. Et puis tu as ARM qui domine à peu près tout le reste du marché, l'embarqué haut de gamme, et tous les téléphones, les tablettes, etc. Ouais. Ou même les desktops si on va chez Apple, puisque les Mac maintenant sont équipés de puces ARM. Ce sont des puces Apple, mais c'est de l'architecture ARM. Et donc, on n'entend pas parler, on se dit, RISC-V, c'est pas franchement un succès. Et j'ai été surpris de découvrir qu'en fait, ça prend sa place tout doucement sur le marché, mais sur des cœurs, dans les puces, sur des cœurs qui en fait ne sont pas visibles de l'OS, pas visibles de l'utilisateur. Donc, comme sur une puce ARM, tu dois payer une licence, tu dois payer des droits, eh bien, une manière de réduire un petit peu ces coûts, c'est de dire, le cœur qui s'occupe de choses qui sont pas directement montrées à l'utilisateur, comme la gestion de la batterie, la gestion de l'appareil photo, la gestion de l'écran, des choses pareilles, où en final, on va pas en faire un critère de choix, on va pas se dire je veux le dernier Snapdragon, machin, etc. Eh ben, c'est un bon endroit pour aller mettre une puce sur une autre architecture. En plus, c'est assez spécialisé, donc on n'a pas le besoin de la même richesse logicielle, la même richesse de structure. Et donc, petit à petit, un certain nombre de fondeurs sont en train de mettre des cœurs RISC-V pour des fonctions
accessoires, on va dire, mais dans les logiciels. Et alors la raison, elle est assez simple. Le risque est assez faible parce que ce sont des cœurs qui sont pas très visibles pour l'utilisateur, donc on n'a pas une perte marketing. Oui. Où les gens vont se dire c'est un produit que je connais pas, je sais pas ce que c'est. En final, c'est pas des cœurs qui sont importants, évidemment. C'est clair que ta gestion de batterie ne fonctionne pas, mais je veux dire, c'est des fonctions assez simples. Donc, c'est l'occasion un peu de se faire la main, découvrir les outils, etc., avec un risque relativement faible. On n'a pas à payer les droits de licence, ce qui est un plus. Et le rachat, ou la tentative de rachat d'armes par Nvidia a quand même apparemment fait peur à certains acteurs de l'industrie. Ils disent, il y a quand même un risque, parce que le fait d'avoir cette solution qui appartient à une société qui peut être rachetée par une société comme Nvidia, dont on s'inquiétait de savoir à ce qu'ils ne vont pas tout simplement garder des puces pour eux, éliminer le marché, ça fait peur. Et donc, les différents fondeurs sont apparemment en train d'investir petit à petit dans l'architecture RISC-V. De manière pas visible pour nous, mais ça bouge. Donc, Apple, par exemple, chercherait à utiliser... C'est comme ça que j'ai découvert. C'était en lisant un article sur Apple, mais ils ne sont pas les seuls. C'est ça. C'est l'exemple visible entre guillemets, mais voilà. Et c'est vrai que tout le monde se fiche de savoir quel type de processeur gère le port USB, par exemple, ou la petite LED qui clignote quand on est en train de recharger. Il n'y a pas de valeur ajoutée entre guillemets en disant waouh, c'est un super processeur qui fait ça. Donc on peut passer au travers. Intéressant cette histoire. On a appris plein de trucs du coup sur un seul sujet. Ce qui est bien. Si je me trompe pas, les cœurs RISC-V sont aussi implémentés sur des FPGA de relativement bas prix, ce qui fait que des développeurs qui veulent développer des solutions plutôt câblées que software peuvent avoir un cœur RISC-V qui n'a pas besoin de licence, donc là il n'y a pas de propriété intellectuelle, et d'implémenter un processeur. Et j'avais regardé il y a pas si longtemps que ça, parce que moi je chipote un peu avec les FPGA. Je pense que sur un FPGA d'une trentaine d'euros, on peut implémenter une dizaine de cœurs RISC-V. Donc c'est quelque chose qui est très abordable pour les développeurs et qui ont envie de bidouiller, pour faire des choses intéressantes. Qui ont envie de faire des choses intéressantes. Ouais. Voilà, pour terminer, pour conclure, un nouvel épisode bien fourni. Vous en êtes rendu compte, un petit peu dépassé le timing habituel d'un épisode, et comme ces garçons ont toujours des choses à dire, évidemment, on ira vers un bonus. Vous le savez, s'il n'est pas déjà disponible, vous aurez accès prochainement à 15 minutes supplémentaires avec là aussi 2-3 même plus news tout à fait intéressantes qu'ils pourront développer pour nous. Vous le savez, on essaye de terminer chaque épisode avec une petite citation. Si vous le voulez bien, je vous propose par exemple cette citation signée Abraham Lincoln: enseigner aux enfants pour qu'il ne soit pas nécessaire d'enseigner aux adultes. Je vous laisse, comme on le fait chaque fois d'ailleurs, méditer sur cette petite citation. Merci David, merci Benoît, et on se dit donc du coup à très bientôt pour un nouvel épisode des Technos. Ciao ciao.